Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. C'est le moment de suivre le journal parlé en français. Bienvenue, mesdames et messieurs, à ce grand rendez-vous du journal en français de ce 15 avril 2021. Au sommaire de ce journal, la propagation de la Covid-19 qui inquiète dans les provinces du pays. Plusieurs observateurs sont unanimes à l'origine. L'irresponsabilité des populations et de certains agents du corps soignant. Nous ferons le tour en province de Gitega. En province de Makamba, les parents d'élèves haussent le ton. Des enseignants violent les élèves et bénéficient de la protection de leurs responsables hiérarchiques, ce qui est inacceptable selon les parents d'élèves. Et puis, coup de projecteur sur le dossier de la commercialisation des stupéfiants où des personnalités politiques burundaises semblent protégées. Les détails de ce journal, c'est tout de suite. Ouvrons ce journal par la page coopération. Visite à partir de ce jeudi 15 avril du président Ndayishimiye en République du Congo-Brazzaville. Dans le communiqué du bureau de la communication de la présidence, le président Evariste Ndayishimiye participera aux cérémonies d'investiture du président Denis Sassou Nguesso. Le président Denis Sassou Nguesso est le président en exercice de la conférence internationale sur la région des Grands Lacs, CIRGL, et médiateur dans le conflit entre le Burundi et le Rwanda. Depuis son investiture en juin 2020, il s'agit du 5e pays visité par le président Ndayishimiye après la Tanzanie, la Guinée équatoriale, l'Égypte et la République centrafricaine. Parlons politique à présent. Le président du mouvement JRR, une des branches du parti UPRONA en province de Makamba, passe sa 5e nuit au cachot de la province du chef-lieu de la province Rumonge. Il est accusé d'avoir tenté de tenir une réunion clandestine, ce que les partisans de ce parti dans cette province refutent. Le point avec Francine Mahoro. Savin Daïzamba est le nom de son président du mouvement géré du parti Iprona Pro Abel Gachati dans la province Makamba, incarcéré au cachot du chef-lieu de la province Makamba depuis 5 jours. Les informations en provenance du parti Iprona en province Makamba indiquent que dimanche dernier, Savin Daïzamba était en route vers Bujumbura car il a été arrêté par la police au niveau du chef-lieu de la province Rumonge, puis conduit directement au cachot de la police Rumonge où il est croupit jusqu'aujourd'hui. Le crime lui reproché serait d'avoir été sur le point de participer à une réunion clandestine de son parti. Des accusations refutées catégoriquement par certains membres du parti Iprona en province Makamba qui, en plus de demander sa libération, affirmaient que Savin Daïzamba descend sur Bujumbura pour participer aux activités du mouvement scoutique. Il est parmi les responsables au niveau national et demande les libérations sans condition. La rédaction de la RPA n'a pu joindre les responsables de la police Makamba pour donner des éclaircissements. Parlons justice à présent. Ouverture ce jeudi devant le tribunal de grande instance de Nahangwa du dossier des présumés auteurs de l'assassinat de l'ancienne députée de l'East African Legislative Assembly EALA, Hafsa Mossi. Au total, ils étaient 5 présumés, dont Evelyne Izobiriza, ancienne administrateur de la commune Muyinga, dans la législature de 2005 à 2010. Les 4 autres hommes poursuivis pour assassinat de l'honorable Hafsa Mossi, ainsi que l'atteinte à la sécurité intérieure de l'État, tandis qu'Evelyne Izobiriza est accusée de complicité à ces infractions. Des sources proches du tribunal de grande instance disent que ce dossier n'avance pas comme il faut parce que les juges ne veulent pas le traiter. L'honorable Hafsa Mossi avait été assassiné en date du 13 juillet 2016 au quartier Mutanga. Le porte-parole de la police avait dans la fraîcheur des faits annoncé que le crime était lié au conflit foncier qui prévalait dans la famille de l'honorable Hafsa Mossi. Toutefois, plusieurs sources affirmaient que des policiers agents de renseignement soupçonnés dans l'assassinat de l'ancienne ministre ne seraient pas inquiétés car protégés par les autorités.
Quelques jours avant son assassinat, Hassamos aurait saisi l'ancien président Pierre Nkurunziza au sujet des menaces de mort en provenance du général Alain Guillaume Bunyoni, l'actuel premier ministre du gouvernement Ndayishimiye. Parlons droits de l'homme à présent. En parlant de la persécution à l'endroit des supposés opposants du parti CNDD-FDD, un vieillard de la commune Burambi en province Rumongue a été arrêté par la police au mercredi, au moment où cette dernière menait une fouille et perquisition dans les ménages de la colline Mwiri, située dans la commune de Rumongue à Burambi. Les habitants de cette colline demandent la libération immédiate de cet homme âgé car les accusations portées contre lui ne seraient pas fondées. Les détails avec Dani Claire Ilatrumva. Ce vieillard arrêté ce mercredi s'appelle Gaspard Nzosava. Il est âgé de plus de 80 ans et habite la colline Mwiri, commune Burambi de la province Rumongue. Selon les habitants de la place, ce patriarche a été interpellé par les policiers lors d'une fouille-perquisition. Même si rien de compromettant n'a été trouvé dans sa maison, ce vieil homme a été embarqué, accusé de collaborer avec les mouvements rebelles. Mais selon ses voisins, cet homme serait persécuté pour atteindre son fils exilé depuis la crise de 2015. Ce vieillard a été arrêté à son domicile et les policiers l'ont accusé de collaborer avec les groupes rebelles. Il a toujours exercé le métier de cultivateur et actuellement, il n'est même plus capable de se rendre dans ses champs. Il est tellement âgé qu'il arrive à peine à se déplacer jusqu'à son portail. Les habitants de la colline Nili s'inscrivent en faux contre ces incessantes fouilles-perquisitions faites par des policiers accompagnés des fois par des Imbonerakure. Des fouilles qui se terminent presque chaque fois en raquettage. La plupart du temps, ils fouillent nos poches comme si c'est là où se cachent ces soi-disant combattants. Ils prennent tout ce qui a de la valeur, que ce soit l'argent ou les téléphones portables. Et on s'étonne de voir qu'ils prennent comme prétexte la traque des rebelles, alors que le gouvernement ne cesse de crier haut et fort qu'il n'y a pas de groupe rebelle sur tout le territoire burundais. On se demande alors pourquoi toutes ces persécutions. Les habitants de la colline Mwiri demandent que ces pratiques policières cessent et que la sécurité de ce vieillard soit assurée pour éviter qu'il ne soit torturé ou assassiné. La rédaction de la RPA a tenté de joindre par téléphone Marie-Fabiola Ndaïzeye, administrateur de la commune Burambi, ainsi que Pierre Mourikiye, le porte-parole du ministère de l'Intérieur et de la Sécurité publique, mais sans succès. En province de Makamba, les parents et enseignants du lycée communal Shalom de la commune Nyanzarake s'inquiètent de l'inaction des autorités éducatives de cette commune face au harcèlement et viols commis par certains éducateurs à l'endroit de leurs élèves. Le cas le plus illustratif est celui d'un enseignant attrapé en train d'abuser sexuellement une de ses élèves. Pourtant, cet éducateur vaque toujours à ses occupations car il n'a passé en prison que le temps de l'arroser. Les détails avec notre collègue Eloge Nyonzima. L'incident s'est passé vers la fin du mois de mars. Les élèves sont préparés à passer les examens du deuxième trimestre. Ce jour-là, 3 jeunes filles révisaient dans leur chambre qu'elles louent tout près de leur école. Selon des sources sur place, un des enseignants du nom de Bonannée s'est invité dans l'une des chambres occupées par une élève de la première scientifique. Les mêmes sources font savoir que l'enseignant en question s'était muni d'un couteau pour contraindre la jeune fille à coucher avec lui. Un des parents témoigne. Ça faisait un certain temps que cet enseignant harcelait cette élève, mais cette dernière a toujours repoussé ses aveux. Il y a une année, il travaillait comme agent de renseignement avant d'être embauché comme professeur. Pour intimider la jeune fille, il a mis son ancien uniforme. Il a aussi pris son couteau avec lui. Quand les 2 colocataires de la jeune fille ont entendu leur ami crier, elles sont passées par la fenêtre pour aller demander de l'aide. L'enseignant fut arrêté, mais il a par après été relâché après avoir donné un pot de vin de son eau. Selon notre source au lycée communal Shalom de Nyanzarake, cet enseignant a reconnu les faits. Paradoxalement, son séjour en prison n'a duré qu'un laps de temps, à la grande stupéfaction des parents et enseignants. Il a reconnu le crime lui reproché et a demandé pardon, mais les parents de la victime ont maintenu leur plainte.
Pourtant, une semaine après, le DCE a plaidé en faveur de l'enseignant. Il a tout de suite réintégré dans ses fonctions. Nous avons tous été surpris et choqués. Pour le moment, les parents de la victime ne savent plus à quel sens se vouer. Quant à leur fille, elle a tout simplement opté d'abandonner l'école car elle n'avait plus la force d'affronter son professeur. La rédaction de la FPA n'a pas pu joindre le directeur communal de l'enseignement à Nyanzarake pour plus d'éclaircissements. Merci à Eloge Nyonzima. Une courte pause et nous entamons la rubrique gouvernance. RPA. Le dossier des produits stupéfiants fabriqués à partir des quantités éphédrines importées illégalement au Burundi comporte plusieurs zones d'ombre et toujours malgré la détention de 2 hommes d'affaires, d'autres personnalités politiques burundaises semblent bien protégées dans ce dossier. Le point avec Christelle Gateka. Le dossier du stupéfiant éphédrine, à l'origine de l'emprisonnement du commerçant Prosper Hakizimana surnommé Gisiga et du Kenyan Joseph Nyamuté de la société pharmaceutique Pona, cache mal l'implication des autorités jusque-là protégées. Des faits concordants montrent que 3 personnalités savent beaucoup dans ce dossier. Le premier sur la liste est le ministre de la Santé, Dr Tadende Kumana, qui a autorisé à 4 reprises, entre 2018 et 2019, l'importation de grandes quantités de stupéfiants éphédrine qui ont alerté la communauté internationale. Le deuxième est feu le président Pierre Nkurunziza, qui a ouvert officiellement la société pharmaceutique Pona, c'était le 26 novembre 2019. Le troisième sur cette liste est l'ancien ambassadeur du Kenya au Burundi, Kenneth Vititia. Lui aussi a beaucoup soutenu cette société pharmaceutique Pona. Cet ancien représentant du Kenya au Burundi a également été cité dans plusieurs autres dossiers louches au Burundi. Nos sources parmi ceux qui suivent de près ce dossier affirment que le gouvernement burundais est aussi impliqué dans cette affaire de drogue qui risque d'entacher les relations entre le Burundi et la communauté internationale. Pour rappel, le Burundi a déjà importé 2 tonnes d'éphédrine depuis 2018, alors qu'en 2016, il disait n'avoir besoin que de 5 kg par an. Une somme de plus de 54 milliards de francs burundais aurait été débloquée pour cette fin. Nous y reviendrons. Toujours au chapitre de la gouvernance, la discipline qui, à l'époque, était le caractère principal des militaires et policiers ne cesse de se détériorer d'une manière inquiétante. C'est en substance la réaction de Gratien Rukindikiza suite au comportement de certains militaires et policiers qui tirent inutilement sur des civils innocents. Cet ancien officier de l'armée burundaise demande aux responsables des corps de défense et de sécurité de veiller au comportement de leurs sujets. Suivez plutôt Gratien Rukindikiza, il est ancien officier de l'armée burundaise. Dans ces jours, on voit bien qu'il y a beaucoup de tueries faites par les militaires et les policiers. Cela découle de l'indiscipline qu'on remarque à gauche à droite, parce que souvent, les militaires se promènent avec des armes, peuvent aller prendre des armes dans leur camp et revenir pour tuer des gens. Ils utilisent facilement les armes. Le problème principal, c'est l'indiscipline, parce que les officiers, les sous-officiers n'arrivent pas vraiment à bien tenir leurs hommes, à les encadrer. Suite à ce qui s'est passé dans le pays, il y a une certaine politisation de l'armée, de la police qu'il faudrait corriger. Et puis en même temps, c'est qu'on remarque que ces armes doivent être dans les camps militaires, dans les magasins. Il faut que les armes soient bien rangées, que personne n'ait plus le droit d'avoir des armes sans être au service. Et quand il est au service, il est encadré par les sous-officiers ou les officiers qui les commandent. Donc, en principe, on sait bien que celui qui a le droit de détenir une arme, un pistolet, c'est un officier, parce qu'il rentre à l'extérieur. Il n'a pas le droit d'avoir aussi des kalachnikovs, par exemple, chez lui. C'est pas indiqué au niveau de l'armée. Et aussi l'organisation. Il est inconcevable que les militaires restent en dehors des camps, au-delà de 22 heures. Comment les militaires peuvent être dans des bars 23 heures ou minuit? On dit bien qu'il y a la sécurité au Burundi. Il faut qu'il y ait moins d'armes en circulation. C'est de cette façon-là qu'on pourra régler le problème des tueries, de l'insécurité, parce qu'en fin de compte, c'est la population qui subit l'insécurité à cause de ces armes, et aussi une bonne discipline, parce qu'une armée, une police, le peuple est fier de son armée, de sa police. Quand les 2 corps sont disciplinés, ne font pas de violence à l'égard de la population. Dans une période de moins d'un mois, 4 personnes ont été tuées par balle. Il s'agit d'une jeune fille abattue par un officier de police en commune Kibago de la province Makamba et d'un jeune garçon fusillé par un officier militaire du grade du lieutenant-colonel en zone Moussaga dans la municipalité de Bujumbura. Les 2 ont été tués au mois de mars dernier. Dans ce mois d'avril, le chef de quartier Mukoni en commune et province Muyinga a été également fusillé. La dernière victime en date est un habitant de la colline et zone Buringa en commune Gihanga de la province Bubanza tué dans la nuit de ce mardi.
Parlons toujours gouvernance. Mécontentement des acteurs de transport en commun en commune Rugombo de la province Chibitoke, c'est suite à une action de contrôle de port de masque amorcée depuis hier par la police. Les transporteurs indiquent qu'ils se sont fait taxer à la place de leurs clients qui refusent d'obtempérer. Les détails avec Elvis Nyomungere. 50 000 pour les motos et 100 000 francs pour Condé pour les minibus. Telles sont les amendes infligées par la police aux chauffeurs et convoyeurs transportant des personnes qui ne portent pas de masque de protection. Ce qui révolte les chauffeurs qui disent qu'ils ne devraient pas payer pour les fautes sciemment commises par leurs clients. Nous estimons que ces amendes sont injustes. Tenez par exemple, tu embarques un passager après avoir vérifié qu'il porte un masque. Mais une fois à l'intérieur, il enlève son masque et deux fois on ne le remarque même pas jusqu'à ce que la police nous interpelle. Les chauffeurs considèrent que la police est en train de rendre un mauvais service aux voyageurs car elle les conforte dans les mauvaises habitudes, ce qui ne fait qu'augmenter les risques de contamination à la COVID-19. Comment peut-on être puni pour une faute commise par un autre? Et aussi longtemps que la police continuera à taxer les chauffeurs, les passagers n'adopteront jamais les gestes barrières. Pour mettre fin à ça, il faut responsabiliser et punir les passagers fautifs. Il n'y a que comme ça que les gens se conformeront à cette règle. Dans l'entretemps, certains agents de roulage commencent déjà à profiter de l'occasion. En effet, certains chauffeurs ont confié à la RPA que des fois, les policiers en abusent et les arrêtent injustement. Ce qui contraint ces chauffeurs à leur donner un petit montant pour qu'ils ne leur donnent pas de contravention salée. Parlons santé à présent. La négligence dans la lutte contre la COVID-19 s'observe toujours dans différents coins du Burundi. Non seulement le non-respect des gestes barrières est de plus en plus flagrant, mais aussi la prise en charge des personnes testées positives à cette pandémie n'est pas du tout efficace. Les détails avec Eric Nyonzima. Dans différentes provinces du Burundi, la lutte contre la pandémie de la COVID-19 va aller, que ce soit pour ce qui est du respect des gestes barrières ou le suivi des cas positifs. L'exemple illustratif est celui de la province Gitega. Les sources de la RPA dans la dite province indiquent que les cas positifs à cette pandémie sont évacués dans un lieu destiné à cette fin. Mais une fois sur place, aucun suivi n'est fait de la part des médecins. Les informations en provenance de cette province indiquent que certaines personnes testées positives à la COVID-19 ne respectent pas le confinement et continuent à faire des va-et-vient sans inquiéter de rien. Plus grave encore, les membres des familles de ces personnes testées positives les rendent régulièrement visite et utilisent des transports en commun pour se déplacer. Un comportement qui risque de favoriser la propagation de cette pandémie. Selon les mêmes informations, aucune mesure n'a été prise pour limiter les mouvements dans cette zone d'isolement. La situation est presque identique à Bujumbura. Même si au début de cette semaine, en cours, la police a procédé au contrôle des bus pour vérifier si tous les passagers portent des masques, cela n'est pas suffisant. En effet, révèle nos sources, la sensibilisation est quasi inexistante et les sanctions prises à l'endroit des chauffeurs et convoyeurs qui violent la mesure du port de masque ne sont pas à la hauteur. Pourtant, même si les autorités burundaises semblent prendre à la légère cette pandémie, le personnel affecté dans le dépistage de la COVID-19 en mairie de Bujumbura révèle que les chiffres des cas positifs ne cessent d'accroître à une allure inquiétante. Parlons réfugiés à présent. Dans notre série de reportages sur la vie des réfugiés burundais hébergés par différents pays de la sous-région, aujourd'hui nous parlons de l'accès aux soins médicaux des réfugiés du camp d'Onduta en Tanzanie. Les réfugiés de ce camp regrettent que depuis un certain temps, ils accèdent très difficilement aux soins médicaux, un problème qui aurait même déjà causé plusieurs victimes. Les réfugiés indiquent que cette situation aurait commencé avec l'entrée de la Croix-Rouge Tanzanie dans le secteur de la santé, témoignage d'un réfugié du camp. Dans les camps de réfugiés en Tanzanie, nous avons différents problèmes. Nous avons entre autres les problèmes dans le secteur de santé. Ce secteur connaît de sérieux problèmes. Des maladies résistent chez un grand nombre d'enfants parce qu'ils ne sont pas soignés sérieusement par la Croix-Rouge.
Tanzanie. C'est cette ONG qui s'occupe actuellement de petits centres de santé. Pas de médicaments. Des malades peuvent y passer toute la journée à faire la queue et en fait de compte rentrer très double. Ce qui cause la complication de la maladie. Plusieurs meurent de cette façon. C'est vraiment un sérieux problème. Les mamans enceintes ne sont pas assistées. Elles sont nombreuses à accoucher en cours de la route vers l'hôpital géré par MSF. C'est vraiment révoltant. À ce sujet, le gouvernement tanzanien et celui du Burundi doivent être traduits en justice pour répondre des crimes commis à l'endroit des réfugiés burundais se trouvant en Tanzanie. Réaction de Léopold Charangabo, vice-président de la coalition burundaise des défenseurs des droits humains œuvrant dans les camps de réfugiés. Il réagit après un rapport des experts des Nations Unies en droits de l'homme sorti ce mardi déplorant des violations des droits des réfugiés burundais en Tanzanie. Suivez Léopold Charangabo, vice-président de la coalition CBDH Vicar. La coalition CBDH Vicar a bien salué ce rapport des groupes de travail et des experts des Nations Unies. C'est un rapport qui vient montrer que les réfugiés burundais qui sont en Tanzanie sont souvent kidnappés, souvent tués. Ce rapport vient confirmer ce que notre coalition CBDH Vicar a souvent rapporté, et aussi d'autres organisations internationales, notamment la Human Rights Watch, la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples. Toutes ces organisations ont souvent dénoncé les tueries, aussi les enlèvements et le rapatriement forcé fait par le gouvernement tanzanien en collaboration avec celui du Burundi. Donc, quant à la CBDH Vicar, nous demandons que le gouvernement tanzanien et celui du Burundi soient traduits en justice pour que les réfugiés burundais qui sont en Tanzanie soient en sécurité, pour que d'autres réfugiés qui sont détenus dans des lieux inconnus soient libérés. Merci à toute l'équipe rédactionnelle, merci à la technique ainsi qu'à vous, chers aimables auditeurs. C'est la fin de cette édition. Prochain rendez-vous demain à la même heure. D'ici là, restez bénis et surtout prudents.